Bonjour, ça vous a sûrement échappé, on vient de fêter en fait les 70 ans de la sécurité sociale. Il faut dire qu'il fallait vraiment le remarquer parce que l'anniversaire n'a pas été vraiment célébré en fanfare, ça n'a pas été une grande célébration nationale. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de ce système était d'offrir à chacun, sans distinction de classe, une assurance solidaire, intergénérationnelle, contre les aléas de la vie, la maladie, le chômage, la vieillesse, ou la prise en charge des enfants. Et c'est vrai que 70 ans plus tard, à tort ou à raison, notre bon vieux système de protection sociale, qui est pourtant cité souvent en modèle à l'étranger, on y reviendra au cours de ce débat, paraît fatigué. Et par ailleurs, la protection sociale à la française, qui a, au cours des dernières décennies, permis de réduire beaucoup les inégalités, est souvent vue, souvent définie comme un malade ou comme un problème. Il y a ceux qui considèrent que la France n'a plus moyen de se l'offrir, donc il faut réduire la protection sociale, faire venir plus le privé dans ce système. Ceux qui pensent qu'elle crée de l'inactivité, voire des assistés, un discours qu'on entend beaucoup en ce moment, beaucoup à droite, un peu aussi à gauche, et puis ceux qui jugent que son organisation aussi n'est plus adaptée à la société d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'on est en train de démanteler la protection sociale? Est-ce qu'au contraire on assiste à sa transformation sans trop savoir un peu où va cette transformation et si en gros on va pouvoir avoir plus ou moins de protection? Avec nous aujourd'hui pour en discuter, deux économistes, Nathalie Coutinet, vous êtes économiste à l'Université de Paris 13, chercheur au Centre d'économie de Paris Nord et membre du collectif des économistes atterrés qui a publié en début d'année ce livre, Nouveau manifeste des économistes atterrés. Et Bruno Palier, bonjour. Vous êtes directeur de recherche du CNRS à Sciences Po et vous avez publié l'an dernier « Refonder la protection sociale » avec deux co-auteurs, Hélène Périvier et Bernard Gazier, paru l'an dernier donc aux presses de Sciences Po. Alors, en deux mots, et vous allez me dire si je définis bien, on va définir un peu de quoi on parle. La protection sociale, c'est en gros quoi, 700 milliards d'euros en France, un peu moins? Un peu moins. Un peu moins. 476. 476, voilà. Donc 476. Le PLFSS, c'est 476 plus la protection sociale complémentaire, plus le chômage. Si on veut compter large, mais on ne va pas tout à fait arriver à 700 milliards. Quand même. Donc c'est quand même une grosse partie du PIB français. Plus que le budget de l'État, plus que le budget des collectivités locales. Voilà. Et donc ça inclut les retraites, c'est presque la moitié de tout ça. L'assurance maladie, c'est aussi une part très importante. Et puis tout ce qu'on, les prestations, la branche famille, les allocations familiales, le chômage, le RSA, bien sûr. Particulièrement important en période de crise. C'est donc, comme je l'ai dit, un outil de redistribution massif. On redistribue des revenus par ce biais-là. Alors, on va écouter François Hollande, justement, lors de ce discours qu'il a tenu le 6 octobre 2015 pour l'anniversaire de la sécurité sociale. Une occasion, on va l'entendre, de plaider pour la réforme du système. On l'écoute. Aujourd'hui, et c'était bien que les jeunes soient là, la sécurité sociale est un pilier de la République. Elle est là, permanente, vigilante, discrète, soulageant les Français des angoisses qui étaient le lot des générations anciennes. Mais ce qui menace le plus fortement la sécurité sociale, c'est le conservatisme, qui conduit à accepter le recul plutôt qu'à oser la réforme, c'est-à-dire à essayer de garder le statu quo au risque de perdre ce qui a été construit, alors que c'est la réforme qui permet d'avancer et qui permet, là encore, de nouveaux progrès en maîtrisant mieux la dépense. Nathalie Coutinet, je voudrais commencer par vous. François Hollande dit dans ce discours, c'est vrai, on réduit les déficits, c'est vrai, c'est compliqué, mais ça se fait de façon raisonnable. Et par exemple, quand il cite la santé, un secteur que vous connaissez bien, il dit, en fait, on fait des économies intelligentes. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça qu'il veut dire. Il dit, par exemple, on ne réduit pas la couverture, mais on supprime les actes inutiles, on mutualise. Et c'est comme ça qu'on arrive à réformer le système. Une sorte d'adaptation tranquille, quoi. Est-ce que c'est ça la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en matière de santé ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas non plus tout à fait faux. C'est-à-dire que la sécurité sociale couvre bien, sur la branche maladie, couvre bien les risques lourds. C'est-à-dire ce qu'on appelle les ALD, donc tous les patients qui ont des longues maladies difficiles. Les affections longue durée. Les affections longue durée. Ceux-là sont bien couverts et les frais d'hospitalisation pour tout le monde sont bien couverts. Là où les choses sont un petit peu moins vraies, c'est pour ce qui concerne la médecine de ville. Quand vous allez chez le médecin, quand vous achetez vos médicaments, etc. Là, la part de remboursement tend à baisser.
Alors elles tendent à baisser. Il y a toujours les franchises médicales aussi. Alors il y a les franchises, mais qui ne sont pas énormes. Alors elles tendent à baisser pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup de médicaments sont de moins en moins bien remboursés. Alors on dit que c'est parce qu'ils ne sont pas efficaces, mais on se demande si ils devraient quand même continuer d'être vendus s'ils ne sont pas efficaces. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu curieux. Ils ont été remboursés. Ils sont un peu remboursés parce qu'ils sont un peu efficaces. Bon, le discours n'est pas quand même très cohérent. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a des dépassements d'honoraires qui augmentent, qui sont extrêmement importants dans certains cas. De la part des médecins De la part des médecins. Alors là, il y a une espèce d'hypocrisie du système qui maintient une consultation à 23 € qui est considéré quand même relativement bas. Et pour faire taire les médecins, ils leur disent, bon, 23 € c'est ce qui est remboursé, et puis le reste, vous dépassez. Et du coup, ça, c'est la charge des patients ou aux assurances complémentaires, c'est-à-dire aux mutuelles, aux assurances santé diverses. Et là, la sécurité sociale rembourse de moins en moins bien. On estime, et tout le monde est à peu près d'accord sur les chiffres, que sur la médecine de ville, c'est à peu près la moitié des dépenses qui sont remboursées. On est, enfin Bruno, vous êtes d'accord ? C'est 55%. C'est 55%, donc en gros la moitié des dépenses qui sont remboursées. Donc là, c'est pas si bien que ça. Donc finalement, il y a une inégalité, alors que là, on avait une sécurité sociale qui était universelle. Là, finalement, les plus malades sont mieux remboursés que les moins malades. Alors on pourrait dire, bon, bah, c'est un peu normal. Sauf que c'est pas l'esprit de la sécurité sociale quand même. Oui. Pourquoi c'est pas l'esprit de la sécurité sociale ? La sécurité sociale, c'était une redistribution double. Une redistribution verticale, on paye en fonction de son revenu et pas en fonction de ses besoins. Donc ça fait une redistribution entre les riches et les pauvres. Oui. Et puis une redistribution qu'on appelle horizontale, entre les malades les bien portants pour la maladie, les jeunes, les vieux, les familles, etc. Donc on avait un double système de redistribution. Là, le système de redistribution, il n'est plus aussi efficace qu'il ne l'a été. Parce qu'on voit, si vous voulez, que dans les populations les plus en difficulté, les gens qui ont la CMUC, donc la complémentaire pour la population la plus pauvre, ou même les ALD, on trouve de manière surreprésentée les populations les plus pauvres. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez 25% du... Alors, c'est un peu technique, mais les 10% les plus riches, des plus pauvres, excusez-moi, donc ce qu'on appelle le premier décile de revenus, sont à 25% sous ALD. Donc, il y a quand même un lien entre le niveau de revenus et le niveau de santé. Est-ce que le tiers payant généralisé, dont on parle beaucoup, qui a suscité beaucoup de polémiques là, ces derniers temps, est-ce que pour vous c'est dans l'esprit justement de la sécurité sociale telle qu'on la pense, telle qu'on la voit, ou est-ce que finalement c'est encore une autre façon de tenter de colmater des brèches dans un système ? Non, c'est dans l'esprit de la sécurité sociale. Là, je trouve que les médecins jouent un peu leur rôle. Évidemment, on comprend bien que ça les gêne parce qu'ils sont plus payés directement par le patient. Ça les gêne aussi parce que les dépassements d'honoraires vont se voir de manière énorme. C'est-à-dire que quand vous allez, ce que vous allez payer au médecin, c'est la part sur laquelle vous ne serez jamais remboursé. Donc là, il y a évidemment... Alors qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage dans la rue, on ne sait pas exactement combien on est remboursé sur une consultation de spécialiste, etc. Vous voyez ? Donc là, il y aura une vérité des prix. Donc ça gêne quand même sérieusement les médecins. Donc c'est comme ça qu'on peut lire aussi ce qu'on entend dans les informations. Oui, alors effectivement, ça va... Bon, d'accord, ça peut compliquer administrativement, tout ça, on est d'accord. En même temps, ça fonctionne bien chez les pharmaciens, ça fonctionne chez les kinés. Ça existe déjà, c'est ça. Ça existe déjà, c'est pas un système qui n'existe pas et on pourrait se dire... Et en plus, si c'est pas les médecins, c'est les patients qui doivent attendre d'être remboursés. Donc pourquoi ça doit être toujours les patients qui doivent attendre d'être remboursés et pas les médecins qui, comme n'importe quel prestataire, doivent attendre d'être payés. Alors, ils sont scandalisés parce que ça va leur prendre une semaine ou 15 jours pour toucher les sous. Donc là, il y a un petit peu quelque chose. C'est les 15 premiers jours qui vont être difficiles parce qu'au bout de 15 jours, ils seront remboursés. Donc c'est 15 jours de difficile. Je pense que les médecins peuvent supporter 15 jours. La vraie raison de l'opposition, c'est ce que vous dites. C'est vraiment parce qu'ils ne veulent pas que d'une part, les dépassements se voient trop, et d'autre part, parce qu'ils ne veulent pas que la Sécu sache trop ce qu'ils font non plus. Parce que le tiers payant, c'est aussi un lien beaucoup plus direct avec la sécurité sociale. Et l'idée que la sécurité sociale ait son mot à dire sur ce qui s'y passe au sein de notre système de santé. Les médecins libéraux, en tout cas, résistent depuis 1927. Donc il y a quand même une opposition assez forte. Moi, je voudrais rajouter un point sur l'esprit de la sécurité sociale. C'est chacun doit avoir le même accès à la santé, quel que soit son état de santé, quelle que soit sa fortune. Alors, on prend très bien en charge quand on est très malade, mais le fait de ne pas bien prendre en charge avant font que vous avez moins de prévention et vous avez plus de risques de ne pas être pris en charge à temps
plutôt chez les personnes les plus pauvres, et c'est ce qui explique pourquoi il y a une surreprésentation des pauvres en ALD, c'est parce qu'on n'arrive pas bien à accompagner auparavant le système, parce qu'il n'est pas assez, je dirais, accompagnant. Il y a donc, si vous voulez, pour compléter, je suis tout à fait d'accord, il y a des personnes qui ne vont pas chez le médecin assez tôt parce qu'il faut avancer quand même au moins 22 €. Hein. Et chez le tiers payant généralisé, c'est une réponse. Voilà, chez les étudiants, par exemple, c'est très clair. Les gens sont malades et qu'on leur dit, mais allez chez le médecin. Ah ben non, j'ai pas 22 € à avancer pendant 10 ou 15 jours pour y aller. Bruno Palier, je voudrais parler avec vous d'un autre exemple. C'est au nom finalement de la défense de la sécurité sociale que ce gouvernement, mais aussi le gouvernement d'avant, a fait une réforme des retraites. Et d'ailleurs, il se trouve que cette année, le système d'assurance vieillesse va être à l'équilibre pour la première fois depuis 2004, depuis plus de 10 ans. Donc il y a eu la réforme de Nicolas Sarkozy en 2010, le report de l'âge légal de 60 à 62 ans, la réforme de Jean-Marc Ayrault en 2013 avec l'allongement de la durée de la cotisation. On a dit la durée de la vie et de la vie au travail s'allonge, donc pourquoi pas augmenter la durée de cotisation. Alors c'est peut-être bien pour l'équilibre global du système, mais est-ce que c'est viable quand on sait que par ailleurs déjà les taux de remplacement, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais c'est-à-dire que c'est le niveau entre le dernier salaire qui est versé et la première retraite qui est touchée baisse, en tout cas dans un certain nombre de secteurs, et que par exemple des gens de ma génération, donc moi j'ai 35 ans, sont pas, et même les plus jeunes encore, pensent qu'ils vont travailler très longtemps quand même pour avoir ces taux de cotisation. Alors, le problème, la question des retraites, c'est que vous faites comme si vous alliez partir demain et vous croyez que votre situation est la même que ceux qui sont en train de partir. Ouais, donc vous savez que vous allez travailler beaucoup plus longtemps, que vous allez moins toucher de retraite, et vous dites, ceux qui ont 59, 60, 62 ans aujourd'hui doivent être dans la même situation que moi, ils voient leur retraite baisser. C'est pas du tout ce qui se passe. Ouais. Malgré la réforme de 1993, malgré la réforme de 2003, malgré la réforme de 2010, du fait notamment de meilleures carrières pour ceux qui sont en train de partir à la retraite, du fait aussi des retraites complémentaires qui compensent les baisses prévues depuis 1993, pour l'instant, on continue de maintenir son niveau de vie quand on part à la retraite par rapport aux revenus qu'on avait avant. Alors là, plein de mails, plein de protestations, sans doute aussi. Donc quand on lit que ça diminue, pour vous, c'est pas exact. Vrai. Non, ça n'est pas vrai. Statistiquement, en moyenne, ça n'est pas vrai. Alors vous allez avoir plein de cadres qui vont vous écrire, mais ils se foutent de la gueule du monde, ils racontent n'importe quoi. Moi, j'avais ça comme salaire, et regardez ce que j'ai par la sécurité sociale. Ils vont juste oublier dans leur mail de préciser ce qu'ils ont en retraite complémentaire, qui leur permet effectivement de retrouver le même niveau de vie. Je n'ai pas dit qui elle aussi baisse quand même les retraites complémentaires. Qui, pour l'instant, n'ont toujours pas baissé. Et ouais, parce que qu'est-ce qui a baissé? Ce qui a baissé, c'est le prix de liquidation dans l'avenir. Ce qui a augmenté, c'est le prix d'achat du point, c'est-à-dire ce qu'on vous demande à vous, actifs, de payer pour avoir des retraites complémentaires plus tard. Mais pour l'instant, le revenu des retraités n'a pas baissé. Je parle en moyenne et en général, et n'oublions pas donc qu'il y a du complémentaire, n'oublions pas d'intégrer le patrimoine. On ne peut pas à la fois célébrer Thomas Piketty sur ce plateau et sur tous les plateaux et ne pas tenir compte du fait que le patrimoine, il est aux mains des plus de 65 ans et plus de 60 ans en France, et que quand on prend le niveau de vie par la retraite plus le patrimoine des retraités français, on s'aperçoit qu'ils ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Non, mais demander au patrimoine de compléter, tout le monde n'a pas de patrimoine par ailleurs, donc il y a une inégalité très importante là-dessus. Tout le monde n'a pas de patrimoine, je suis d'accord avec vous, mais encore moins à 35 ans par rapport à ceux qui ont 60 ou 65 ans. Le patrimoine, il est concentré aujourd'hui chez les plus de 60 ans, chez les riches de plus de 60 ans, mais pas que chez les riches de plus de 60 ans. Et donc on fait, je pense, une confusion à mêler la situation des retraités actuels avec la situation des retraites à venir et avec les réformes qui ont été faites. Et la plupart des réformes qui ont été faites ont repoussé à plus tard les sacrifices demandés, c'est-à-dire il faut cotiser plus longtemps, c'est vous qui devrez cotiser 43 ans, 43 ans et demi, avec un mode de calcul aussi des salaires perçus, etc., qui fait que ça va baisser de plus en plus, mais d'ici 10-15 ans. Effectivement, les retraites de la sécurité sociale baissent, mais les partenaires sociaux, dans leurs accords jusqu'à présent, là en ce moment c'est en train de bloquer, mais pour l'instant, ont compensé au moment de l'entrée en retraite pour les retraités actuels. Et ça pose une question d'équité entre les générations que vous pourriez ressentir, mais que vous ne ressentez pas, parce que vous dites tous les retraités sont malheureux, les retraités actuels, et puis moi, que je serai à l'avenir. Et ce n'est pas tout à fait ça l'histoire. La possibilité, c'est que les retraités de demain soient quand même plus malheureux que ceux d'aujourd'hui. C'est clair, ce n'est pas la possibilité, c'est absolument certain, vu les modes de calcul d'un côté.
vu l'âge auquel vous avez eu votre premier CDI. Je ne suis même pas sûr que vous en ayez un encore aujourd'hui. Voilà, vous en avez eu un, mais ça devait être... Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Voilà, ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. 25 ou 30 ans. Vu un certain nombre d'interruptions de carrière, quand on dit qu'il va falloir que vous ayez travaillé, vous, 43 ans, ça va être sur le marché du travail, 45 à 50 ans. Vous avez eu votre premier contrat à peu près stable vers 26, 27 ans. Donc on rajoute 45 ans à 26, 27 ans. Ça fait un départ très, très tardif. Et vu les modes de calcul qu'on a mis en place, les retraites vont être très basses. Ça, c'est certain. Pour les jeunes d'aujourd'hui... Mais est-ce que c'est viable, ça, Nathalie Coutinay, ce système? C'est le système qui consiste à, pour la sécurité, c'est un peu le même problème que la santé d'une certaine manière, c'est qu'on va garantir par le système de protection sociale un minimum et on relègue au privé une autre partie du financement. L'assurance vie, il y a eu une défiscalisation pendant très longtemps de l'assurance vie pour inciter les ménages à tout de suite prendre en compte le fait qu'ils auront besoin aussi de capitaliser pour leur retraite. Et comme on oblige maintenant les malades, enfin comme ils sont leurs employeurs, à prendre une assurance complémentaire santé, en disant, ben voilà, la sécurité sociale, elle prendra en charge une partie, mais pas la totalité. Donc si vous voulez, voilà, c'est un peu le même schéma, alors avec les différences... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites là, parce qu'on est bien d'accord qu'en matière de santé, on ne prend pas en charge le minimum, on prend très bien en charge qui arrive à la toute fin de vie, les ALD. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend plutôt bien en charge les gens qui sont à la retraite actuellement. Puis on dit aux jeunes, tu vas voir plus tard, ça va être super dur. Et moi, ce qui me semble extrêmement essentiel quand on écrit un programme social, c'est de penser aux relations entre les différentes générations et notamment à la viabilité du système. Et quand vous dites c'est pas viable, ce qui n'est pas viable, c'est de dire aux jeunes, à vous aujourd'hui, toi tu n'auras pas de retraite, mais il va quand même falloir que tu cotises pour payer les retraites de maintenant. Et là, il y a un vrai souci de se poser les questions aujourd'hui, de savoir est-ce qu'il ne faut pas faire aussi des choses pour les jeunes actuels qui sont en difficulté et pour lesquels notre système de protection sociale a beaucoup de mal à agir et à réagir. Ce que je veux dire par là, ce qu'on a dit sur la santé, c'est qu'on a du mal à faire de la prévention et du coup on intervient après. On a du mal à agir en amont, avant, au début, pour accompagner les individus. Je voudrais juste illustrer la chose. Notre système de protection sociale, c'est un système qui a été pensé dans les années 40, 50, 60, quand il n'y avait pas de chômage, quand les hommes travaillaient en CDI à l'usine ou dans le service père de public, famille, et que les femmes travaillaient à la maison. Ça, donc il était parfait pour cette situation-là, parce qu'il permettait quoi? Tout le monde trouvait du boulot, et une fois qu'on avait du boulot, j'avais la sécurité du revenu, la sécurité sociale. C'était parfait. Ce ne sont plus les carrières aujourd'hui. Les femmes sont entrées sur le marché du travail, mais pas dans les mêmes conditions que les hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interruptions de carrière, on fait des études beaucoup plus longues. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, notamment au moment de la jeunesse, au moment de ces transitions, et notre système de protection sociale n'a pas été pensé pour ça. Pour vous, justement dans le bouquin, c'est ce que vous abordez dans le livre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous parlez, je crois, d'un plan d'investissement social. Moi, je parle d'un plan d'investissement social, c'est-à-dire dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas seulement besoin d'être indemnisés une fois que quelque chose de difficile est arrivé, ou bien après la retraite, de réparer les accidents. Voilà, il faut préparer les individus, il faut les accompagner en début de vie, au moment de la jeunesse, aux différentes périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre beaucoup d'argent. Alors, on voit bien que les États, ils ont eu des difficultés ces derniers temps. On a fait beaucoup d'austérité quand même. Donc en fait, c'est vous qui parlez d'argent. Alors c'est pas forcément beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut, c'est investissement social. On comprend ça. Donc investissement social, on comprend aussi que c'est une intervention qui se passe à un autre moment qu'après, qui se passe avant, on va dire, ou au début. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est accueillir tous nos jeunes enfants dans des crèches qui sont d'excellentes crèches en France, mais seulement 8% des enfants et plutôt des classes moyennes supérieures vont en crèche. Or, c'est un lieu d'épanouissement, un lieu où on va apprendre, on va apprendre à échanger avec les autres, qui est absolument crucial. Ces moments de 1 an, 2 ans, 3 ans pour la suite, et ça, il faut absolument un plan crèche. Si c'est pas fait, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Mais non, si c'est pas fait, c'est parce que c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Alors là, c'est clair que si c'est pas fait, c'est regarder où est-ce qu'on fait les coupes aujourd'hui dans les collectivités territoriales ou dans les choix qui sont faits, et vous allez... Je suis désolé de le poser comme ça, mais entre une EHPAD et une crèche, on va construire l'EHPAD et on ne va pas construire la crèche. Pour les collectivités locales, c'est comme ça que ça se pose. On va préférer mettre beaucoup d'argent pour construire des Mistral, puisque c'est ça qu'on peut aussi dire, ou payer des loyers parce qu'on a fait du PPP auparavant, plutôt que d'investir dans les choses. Je vais vous dire pourquoi c'est vraiment des choix politiques. Donc c'est un choix politique. C'est un choix politique. On a aussi défiscalisé les frais de garde. Voilà. Alors, on a défiscalisé les frais de garde d'enfants à domicile ou des choses comme ça. On a donné des aides. Alors, elles ont été réduites, mais il y a un moment, elles étaient extrêmement élevées, plutôt que de faire des crèches. Voilà. Et donc, il y a un choix à la fois en termes de
qu'est-ce qu'on préfère favoriser comme risques sociaux, comme besoins sociaux, mais aussi les modalités. Moi, j'ai fait avec deux collègues, Michael Zemmour et Clément Carbonnier, une étude qui montre combien on dépense d'argent public à faire en sorte que le coût du travail au bas salaire soit un peu moins élevé. Des dizaines de milliards, 27 milliards d'exos, plus aider les riches. Les exonérations sociales, ce qu'on appelle. Voilà, les exonérations de cotisations sociales, plus les exemptions fiscales pour pouvoir avoir une femme de ménage à la maison ou se faire occuper de ses enfants. Nous montrons qu'à partir d'un certain niveau de rémunération, ça n'est plus du tout efficace. Il faut mettre énormément en cause. Laissez-moi finir parce que j'essaye de vous montrer que c'est bien des choix politiques. On ne manque pas d'argent, c'est qu'on fait des choix politiques. Donc on montre qu'il faut plus de 60 000 € pour créer un emploi public, un emploi privé, pardon, justement un emploi privé, des emplois borloo ou des emplois autour du SMIC. Et nous on dit un emploi décent, dans une crèche par exemple, c'est 30 000 € par an. Pourquoi on ne fait pas le transfert? Et vous savez la réponse? La réponse, c'est vos calculs sont parfaitement justes, mais ça serait des emplois publics, et donc il ne faut pas faire d'emplois publics. Parce que c'est mal. Parce que c'est mal. C'est mal, le public, c'est mal. Oui. Voilà. Oui. Et donc, moi, je dis, oui, il faut réformer la protection sociale. Oui, il y a des problèmes de relation entre les générations aujourd'hui, qu'on ne va pas être capable de traiter les générations à venir comme on a traité les générations précédentes, qu'il y a de la redistribution à organiser en termes de fiscalité, mais il y a aussi des questions à poser sur les choix économiques que l'on fait au niveau de nos dépenses publiques. On ne peut pas avoir la rhétorique de « il n'y a pas de sous » dans un pays qui est la 5e ou 6e puissance économique du monde et qui consacre 56% de sa richesse nationale à de la dépense publique. C'est simplement quels sont les choix que nous avons faits. Et c'est certainement pas ceux de l'investissement social. Et la Sécu a été mise en place dans un contexte où le pays était beaucoup moins riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça résulte, il faut le rappeler quand même, d'un choix politique. C'est-à-dire qu'il y avait les mêmes oppositions dans les années 40, où on disait les gens vont trop dépenser s'ils sont trop remboursés, etc. Les mêmes arguments étaient développés, sauf que le choix politique qui a été fait, c'était, en dépit de situations économiques difficiles, de privilégier un certain mode de société. Aujourd'hui, on tend à privilégier un autre mode de société. On peut le regretter. Je voulais poser justement en réaction à ce que disait Bruno Palier à l'instant sur justement ce grand plan d'investissement social et ce que vous dites finalement sur le fait que c'est plus trop adapté. En fait, ça existe dans le débat public aujourd'hui, ce qui est peut-être nouveau par rapport à il y a quelques années. Par exemple, on a le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui nous dit fréquemment, et aussi Manuel Valls, ils disent, il y a des insiders, comme ils disent, dans le marché du travail, très protégés, des outsiders qui ne sont pas protégés, qui sont les précaires, qui sont les jeunes, etc. Il faut donc renouveler le système pour cette raison. Et Manuel Valls nous dit aussi, il ne faut plus faire de la redistribution après, c'est-à-dire qu'il ne faut plus, mais de faire de la prédistribution, c'est-à-dire réduire les inégalités à la racine, ce que vous dites un peu. Alors, la solution, c'est un petit peu, on va mettre tout le monde outsider, comme ça va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des insiders sur le marché du travail, c'est assez ancien d'ailleurs. Quand même, les gens protégés par le CDI. Les gens qui ont des CDI dans des grosses boîtes ou qui sont fonctionnaires, ce sont les pires. Et puis, il y a effectivement des gens qui ont des emplois précaires ou des temps partiels subis, etc. Effectivement que ça existe. Sauf que ce n'est pas en supprimant le CDI, en faisant que des CDD, que c'est plus égalitaire, mais quel mode d'égalité? C'est toujours la même chose. Si on est d'accord sur le constat qu'il y a des insiders et des outsiders, c'est sur les solutions. On peut ne pas être d'accord. Effectivement, dire on va mettre tout le monde dans la dérégulation comme solution, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de souhaiter. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est de protéger autrement. D'arrêter de protéger les individus en fonction de leur contrat de travail. Donc quand tu as un CDI, c'est mieux, c'est pas toujours bien d'ailleurs, mais c'est mieux que quand tu as un CDD, ce qui est mieux si c'est un CDD à 6 à 9 mois en intérim que si c'est un CDD à la semaine, comme beaucoup de jeunes l'ont. La question, c'est plutôt, comme beaucoup de gens le disent, d'essayer de protéger les individus dans leur parcours, en les ayant dotés d'un certain nombre de formations, d'initiations, d'accompagnement, de droits, qui vont être incarnés dans aujourd'hui le droit à la formation, le droit à tenir compte de la pénibilité, mais on peut avoir un certain nombre d'autres droits que les gens emmènent avec eux d'une situation à l'autre sur le marché du travail, de façon à ce qu'il y ait moins de distinction entre est-ce que j'ai un CDI ou pas, est-ce que j'ai un CDD ou pas. Il faut vider un peu de ces inégalités les contrats de travail pour essayer de protéger autrement les individus dans leur parcours de vie en se demandant de quoi on a besoin quand on est jeune, de quoi on a besoin quand on a des enfants, de quoi on a besoin quand on passe d'un emploi à un autre, de quoi on a besoin à partir de 50-55 ans dont on sait que si on n'a pas eu de formation avant,
Le grand risque, c'est de se faire licencier, que donc peut-être soit on empêche le licenciement, soit on accompagne dans la formation pour pouvoir organiser la conversion. C'est de penser autrement les parcours professionnels, les parcours de vie. C'est ça qui paraît essentiel. Si l'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que tout le monde va bosser en CDI dans une seule entreprise, en carrière comment on fait si la situation est qu'il y a 6 millions de chômeurs quand on regarde les statistiques et qu'il y a un problème clairement de création d'activités, quels que soient les blocages ou les questions ou les questions qui se posent. Donc du coup, est-ce que ça vous convient la solution abordée par Bruno Palier ou est-ce qu'il faut aller plus loin, peut-être en lien avec ce que vous pouvez développer chez les atterrés? Alors, chez les atterrés, on développe plutôt, l'idée, on combat surtout l'idée selon laquelle le système de protection inciterait les agents soit à pas travailler, soit à trop se soigner. Cette rhétorique de l'assistanat. Voilà. Cette rhétorique qui oppose en fait, qui rend une opposition des gens, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer aux fonctionnaires. Alors les gens qui sont dans des difficultés, effectivement, les outsiders du marché du travail vont dire bah oui, les fonctionnaires, c'est de leur faute, etc. Donc en fait, on passe notre temps à opposer, à faire en sorte que, alors il y en a qui vont aller trop se soigner, il y a que des immigrés à l'hôpital, etc., qui sont des non-sens absolus. Et au lieu d'essayer de dire bah voilà, comment essayer de faire en sorte que ceux qui sont les plus loin d'une situation acceptable, qui subissent le plus des inégalités, rejoignent ceux qui sont mieux protégés. Non, on a l'impression qu'il faut combattre ceux qui sont dans la meilleure situation, ce qui semble totalement absurde. Alors, effectivement, on est relativement, on est d'accord sur la plupart des points. En santé, effectivement, alors on est toujours sur des temps courts, mais il faut développer la protection. On ne prend pas en compte les inégalités sociales de santé qui fait que selon son métier, son lieu de vie, son origine sociale, on n'est pas exposé de la même manière au risque de maladie. La maladie, c'est pas seulement biologique, c'est pas seulement ceux qui vont pas avoir de chance. On voit bien quand on a tenté au moment, par exemple, de la réforme des retraites, de faire quelque chose sur la pénibilité d'un peu peut-être intelligent, qui ferait en sorte que les gens qui prennent leur retraite ne soient pas immédiatement morts, par exemple, ce qui est quand même le cas dans certains métiers où ils sont très exposés. En fait, c'est pas possible à mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a la population qui n'a pas voulu. Je pense pas qu'il y ait de réticence dans la population. Parce qu'on a dit ça coûte trop cher. C'est une usine à gaz et ça coûte trop cher. Oui, mais ça coûte. C'est pas encore mort. Là, vous l'enterrez. Le système de pénibilité tel qu'il a été mis en place est très petit, en fait. Il est peut-être très petit, mais vous savez, les grandes choses ont toujours commencé très petites. Hein. Avant la sécurité sociale, il y a eu quelques mutuelles. Avant, le RMI, c'était censé être très petit, ça a commencé à jouer un rôle. Là, je vous trouve extrêmement pessimiste d'enterrer quelque chose dont on est... c'est que le début pour vous. Voilà. C'est que le début, parce que là, on est dans des idées qui peuvent déboucher sur des institutions qui vont dans ce sens, effectivement, d'attribuer des droits à des individus et non pas les associer à un contrat particulier. Vous pourriez dire la même chose pour le droit à la formation. On peut dire le DIF, ça n'a pas super bien marché. Oui, le droit individuel à la formation, sur nos feuilles de paye, on ne sait pas ce que c'est. C'était pas forcément génial, c'était 20 heures. Là, on essaye de le faire mieux, de le faire un peu autrement et sans doute il faudra encore revenir sur le métier. Quand vous êtes en train de changer en profondeur un système qui existe depuis au moins 70 ans, qui concerne absolument tous les Français, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez révolutionner la chose. Et donc, il y a des changements qui se font de façon extrêmement graduelle. Le problème, c'est que des changements aussi fondamentaux que repenser la structure des droits, repenser le modalité d'action, ça prend du temps, il faut convaincre les gens, il faut le mettre progressivement en place. Pendant ce temps-là, je dirais, le capitalisme va beaucoup plus vite. Pendant ce temps-là, les changements économiques vont beaucoup plus vite et on a toujours l'impression de courir derrière, quoi. Alors après, il y a aussi des dimensions séculaires. C'est pas demain que la France va s'écrouler, c'est pas demain que tout va disparaître et on peut espérer que, certes, on est plus lent qu'un certain nombre de vitesses, mais on peut aussi prendre les devants. On prendra d'autant plus les devants qu'on aura fait les investissements nécessaires à la fois pour la population, mais aussi du côté de la recherche et développement. Vous disiez tout à l'heure, c'est bien gentil de former les gens, etc., mais s'il n'y a pas de boulot en face, qu'est-ce qu'on fait? On peut constater que ça fait une trentaine d'années que la France investit moins dans la recherche et développement que les pays nordiques. Oui, vous dites d'autres pays l'ont fait, c'est ça? D'autres pays l'ont fait. Et moi, je voudrais dire encore une fois, une des choses qui, moi, me paraît fondamentale à remettre en cause et à discuter, c'est l'instrument privilégié depuis 30 ans pour l'action politique, c'est les exonérations fiscales. On dit, tu payes moins d'impôts si tu fais ci ou ça. La logique du crédit d'impôt, quoi. La logique du crédit d'impôt, donc j'en ai parlé pour les exos de cotisation sociale, pour les emplois borloo, parlons-en pour la recherche. Il y a un fameux crédit impôt recherche qui est censé favoriser la recherche et le développement en France. Plutôt que de donner de l'argent
aux universités, aux chercheurs, etc., de l'argent public, on préfère que l'État retouche... Non, on ne donne pas aux entreprises. L'État reçoit moins d'impôts, les entreprises payent moins d'impôts si elles prétendent faire de la recherche. On réduit le magot collectif, quoi. Et si elles prétendent faire de la recherche. Et c'est ça le problème, c'est que apparemment, certaines évaluations, je prends beaucoup de précautions pour ne pas faire de diffamation, mais apparemment certaines évaluations montrent que beaucoup d'entreprises vont payer des cabinets de conseil pour leur expliquer comment faire passer pour... Vous avez publié des... Enfin, j'ai lu ça notamment sur Mediapart, qui montre comment on essaye d'utiliser ce crédit d'impôt pour payer moins d'impôts, mais pas pour faire de la recherche. Et là, on est dans, si vous voulez, l'inanité, le non-fonctionnement de cet instrument privilégié qui est très néolibéral, de dire... Pour inciter les gens à faire des choses, on va leur dire « tu payes moins d'impôts ». Et ça débouche sur beaucoup de gâchis d'argent public et une inefficacité à véritablement obtenir ce que l'on souhaite obtenir. Pourquoi ne pas faire de la dépense directe? C'est la question que je poserai une nouvelle fois. Nathalie Coutinet, pour conclure, qu'est-ce qui fait que pour vous, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bruno Palier, et qu'est-ce qui fait que pour vous, en gros, on pourra reparler dans 70 ans, vous ou nous ou d'autres, de la sécurité sociale? Moi, peut-être pas, mais... Non, mais est-ce que ce système est viable, encore peut être maintenu dans les décennies à venir? Le système est viable. Alors effectivement, il a besoin, je suis d'accord avec Bruno Palier, il a besoin d'aménager, de suivre les évolutions sociales qui sont effectivement extrêmement importantes. On n'est pas aujourd'hui dans la situation ni sociale ni économique de 1945. Le modèle économique a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer, et c'est ce que veulent nous faire croire les libéraux, dans un système où il faut qu'on ait des incitations monétaires à tout, alors qu'elles soient directes ou qu'elles soient indirectes via la fiscalité, pour faire de la recherche, pour pas trop se soigner, pour aller travailler, etc. Ça, c'est le discours libéral qui oblige à ça, et qui a fortement imprégné la population depuis le temps qu'elle le dit. Et effectivement, la dépense publique, ce que vous réhabilitez, la dépense publique, elle est souvent beaucoup plus efficace que l'exonération fiscale. Sur les bas salaires, on sait très bien, c'est archi prouvé, et vous le savez très bien, que ça génère un tassement des revenus au niveau du SMIC, parce que les employeurs vont rester au SMIC pour bénéficier. Et du coup, il n'y a plus d'augmentation de salaire à l'ancienneté, etc. Et donc, on a un tassement des niveaux de revenus au SMIC. Voilà un effet pervers total de désincitation. Mais c'est un gouvernement de gauche social-démocrate qui a décidé de donner 40 milliards d'exonération aux entreprises dans le cadre du crédit. Bon, c'est un autre débat, mais on peut douter de son côté gauche. Par contre, de son côté libéral, je pense que c'est assez clair. Tous ces instruments économiques sont des instruments libéraux. Et la dépense publique, réhabilitons, d'ailleurs on le dit dans le manifeste, réhabilitons la dépense publique, qui sous bien des aspects est tout à fait efficace pour corriger les inégalités, pour lancer des programmes de recherche dans tous les domaines. Les grands programmes de recherche, ils ont en général été initiés par de la dépense publique. Initiés, ça ne veut pas dire qu'ils doivent toujours rester dans le giron, mais l'initiative, elle est souvent efficace quand elle vient de l'État. Ok, eh ben, merci, on va finir sur cette note justement, en effet à contre-courant de ce qu'on entend souvent dans d'autres médias ou en général comme ça, de ce qu'on peut lire à la une des hebdomadaires parfois. Merci à vous deux d'être venus, merci à 5e étage production et à très vite sur Mediapart.